La dernière enquête du commissaire Rosic, Les 3-13, un roman policier par Rodolphe Bringier. Lu par Philippe pour vos livres. Chapitre 1er. Un cadavre dans un car. On était à la mi-octobre. Aussi, quand le car qui vient de Tolignan s'arrêta devant la petite gare de Chamaret, faisait-il nuit noire, bien qu'il ne fût pas encore 7 heures. Crin-Crin, le chauffeur, sauta de son siège et se dégourdit les jambes. Puis, voyant que l'unique voyageur qu'il avait chargé à Grignan ne faisait pas mine de descendre, il lui cria « M'sieu, on est arrivé !» Mais l'homme ne bougea pas davantage. « Il s'est endormi ? Malgré tout le bruit que fait mon vieux taco ?» Alors, grimpant dans la voiture, il lui posa la main sur l'épaule. Sous cette pression, le voyageur, comme une loque, s'effondra sur le parquet de la voiture, et en même temps, Crin-Crin s'aperçut que sa main était pleine de sang. Alors, il fut saisi d'une terreur irraisonnée, sauta de voiture et courut vers la gare en criant « Au secours ! Il y a un homme mort dans le car !» Sur le quai, M. Royer, le chef de gare, et Régis, son homme d'équipe, causaient avec M. Bégloufon, de Grignan, qui est médecin, mais n'exerce pas, et habite le petit château de la Pinède, sur la route de Rochecourbière. Tous les trois se retournèrent. « Que vous arrive-t-il, Crin-Crin ? Et qu'avez-vous à crier ainsi ?» demanda le chef de gare. « Je vous dis qu'il y a un homme mort dans ma voiture. »« Un homme mort ?» fit Bégloufon, en qui s'éveilla sans doute l'instinct médical. Et il courut, suivi de M. Royer et de Régis, qui avait sa lanterne de service à la main. Tous les trois montèrent dans la voiture. Crin-Crin restant devant la portière, car son émotion n'était pas encore calmée, et il ne tenait pas à revoir ce cadavre. M. Bégloufon prit la lanterne des mains de l'homme d'équipe, et on projeta la clarté sur le corps écroulé sur le parquet. Il gisait à la lettre dans une mare de sang, et la banquette, sur laquelle il était assis, en était tout imprégnée. Et s'étant penché pour examiner de plus près le mort, M. Bégloufon aperçut tout de suite dans le cou, un peu en dessous de la nuque, une plaie béante et qui saignait encore. Alors, il se redressa et... la mort a dû être instantanée. Il a été tué par une balle qui a brisé les vertèbres cervicales et traversé l'artère carotide. « Un suicide ? » demanda le chef de gare. Mais le médecin haussa les épaules. « Étant donné la place de la blessure, il me paraît difficile que l'homme ait pu se tirer lui-même une balle de revolver. Non, il faut croire plutôt que le coup vient de l'extérieur. »« Mais dites donc, Crin-Crin, » demanda alors M. Royer, « vous n'avez rien entendu ?» Crin-Crin secoua ses deux grands bras et d'une voix désolée, « Rien du tout. Avec le bruit de ferraille de cette vieille guimbarde, on n'entendrait même pas un coup de canon. » Mais à ce moment, tout proche, une locomotive siffla en même temps qu'une sonnerie se mettait en mouvement. « Le train » fit simplement le chef de gare. Et il sauta et se dirigea vers le quai. Régis le suivit, ainsi que Crin-Crin, qui saisit les 2 sacs de dépêches qu'il avait chargés à Tolignan et à Grignan, et qu'il devait remettre au convoyeur du train. Tout de suite, celui-ci entrait en gare, et M. Bégloufon se trouva seul dans le car avec le cadavre. La station de Chamaret n'est point une de ces gares importantes où les trains s'arrêtent longuement, bien qu'elle desserve Grignan, Tolignan et quelques villages d'alentour. Le trafic des voyageurs y est minime. Aussi, à peine avait-il ralenti que le train se remettait en route, ayant déposé sur le quai une vieille femme avec son panier au bras, qui, sans traverser les voies, sortait par le passage à niveau et prenait la route de Colonzelle. Et le maître maçon Merlot, un habitué,
car il travaillait depuis quelque temps à Grillon. Merlot avait à peine mis le pied à terre que déjà M. Royer lui narrait la tragique découverte que l'on venait de faire dans le quart de Tollignan. « Pas possible! Un assassinat ?» M. Bégloufon, qui se trouvait là par hasard, l'assure. « Celle-là, par exemple. Et qui est-ce ? Ma foi, on ne sait pas. Vous comprenez, nous venons tout juste de le trouver. On va voir. » Et M. Royer, Régis et Merlot revinrent vers le quart. M. Bégloufon en était descendu. Et, debout devant la portière, il allumait tranquillement une cigarette. « Il faudrait sortir ce cadavre de là-dedans, afin qu'on puisse mieux examiner. On pourrait le déposer dans la salle d'attente, en attendant les autorités, et sans perdre une minute. Il faudrait, par téléphone, alerter la gendarmerie de Grignan. »« C'est évidemment ce qui s'impose, » approuva M. Royer. Et il commanda. « Régis, et vous, Crin-Crin, descendez-moi ce corps. »« Je vais vous donner un coup de main, » déclara Merlot, qui tenait à se rendre utile, et n'était pas fâché, sans nul doute, de jouer un petit rôle dans cette affaire destinée à bouleverser le pays. « Pendant ce temps, moi, je téléphone à Grignan. » Et le chef de gare courut vers son bureau. Cependant, soulevant sa casquette, Crin-Crin se grattait la tête. Il n'avait pas du tout envie de toucher à ce cadavre ensanglanté. Les morts lui faisaient peur. Aussi, comme il se souvenait soudainement de quelques fâcheuses imperfections survenues à son moteur, il se dirigea vers le devant de son car, souleva le capot, et la moitié de son grand corps maigre disparut dans ce coffre où se cachait l'âme de sa voiture. D'ailleurs, sans s'occuper de lui, Régis et Merlot avaient pénétré dans le car, et prenant le cadavre l'un par les épaules, l'autre par les pieds, ils le portaient dans la salle d'attente, où ils l'allongeaient sur une banquette. M. Bégloufon les avait suivis, et quand le corps fut installé, bien éclairé par la lumière électrique, il se mit à l'examiner. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand et fort, solidement musclé et qui paraissait bâti pour vivre longtemps. Les cheveux coupés en brosse étaient à peine gris. La figure était énergique, hâlée et comme tannée. Les yeux gris foncés profondément enfoncés sous l'orbite ourlée d'épais sourcils noirs. Le nez était gros, avec des narines largement ouvertes. La bouche épaisse et grande, laissant entrevoir une admirable dentition, où, cependant, brillaient sur le devant 2 dents en or. Le maxillaire inférieur était puissant, et tout le visage était soigneusement rasé, sauf une touffe de poils bruns sous le nez. Il était vêtu d'un complet veston, d'assez bonne coupe et taillé dans une étoffe gris sombre rayée de noir. 2 gros souliers de cuir jaune, à semelles débordantes, le chaussaient. Sa chemise était d'une soie écrue, et sa cravate, en satin verdâtre, piquée d'une épingle représentant un tortillon d'or. Régis, qui l'avait examiné de son côté, hocha la tête et déclara. « Je le reconnais, ce citoyen. Il a débarqué ce matin du train de 11h15 qui vient de Pierrelatte. Il avait un billet d'aller et retour. »« Moi aussi, » fit M. Royer, qui revenait de téléphoner. « Je l'avais remarqué, même qu'il m'a demandé s'il y avait un quart pour Grignan à ce train. Ce doit être un étranger, car il avait un drôle d'accent. »« Ce serait un Américain que cela ne m'étonnerait pas, » déclara M. Bégloufon. « On peut toujours voir, d'après ses papiers, » dit le chef de gare. En s'adressant à son homme d'équipe, « Régis, fouillez-le donc. » Régis ne se le fit pas dire 2 fois, et comme si de rien n'était, il plongea sa main dans les poches du mort. De la gauche, il tira quelques menues monnaies, pour une 30aine de francs, environ, puis un trousseau de petites clés et un canif. Dans la droite, il n'y avait qu'un briquet en argent. Dans la veste, d'un côté, un mouchoir marqué en coton rouge des initiales
T et W. De l'autre, un paquet de gauloises bleues où il ne restait que 5 ou 6 cigarettes. Rien dans la poche de poitrine, et rien non plus dans celle de l'intérieur. Mais dans celle du pantalon, que l'on appelle justement poche revolver, un petit Browning de marque américaine. Pas un seul papier, pas la moindre pièce d'identité. Voilà qui est curieux, fit le chef de gare. Bah, répondit M. Begloufon, ce Browning et ce briquet sont américains. Regardez la marque du tailleur. Sur la poche droite du complet, vous pouvez y lire New York. Comme je le supposais, c'est bien américain. Sans doute, mais cela ne nous indique pas son état civil. C'est à la police à le découvrir. D'ailleurs, voici les gendarmes. Ils n'ont pas perdu leur temps. En effet, dans la cour de la gare, on entendait pétarader, puis s'éteindre le bruit d'une moto, et presque tout aussitôt, un brigadier et un gendarme pénétraient dans la salle d'attente. « Alors quoi? Un crime a été commis » fit le brigadier en entrant. « Il ne nous manquait plus que cela. »« Voilà la victime » fit M. Begloufon, en désignant le cadavre. Le brigadier se tourna vers lui, le salua respectueusement, en portant la main à son képi. Puis, « Ma foi, monsieur Begloufon, c'est une chance de vous rencontrer. En passant, j'ai sonné chez le docteur Fauché, mais justement, il était en course. Alors, ma foi, si cela ne vous ennuie pas trop, vous seriez bien aimable de faire les premières constatations, puisque vous êtes médecin. » « C'est déjà fait, mon ami. Je me trouvais par hasard à la gare, où j'étais venu voir si un paquet que j'attends n'était pas arrivé. Je causais avec M. Royer, quand le car de Tolignan est arrivé et que nous avons entendu Crin-Crin crier au secours. Alors, nous nous sommes précipités, et entre les deux banquettes, nous avons trouvé ce cadavre. Il a été tué d'une balle qui a pénétré en dessous de la nuque, a traversé le cou, brisant les vertèbres cervicales et rompant l'artère carotide. La mort a dû être instantanée. J'ajouterai qu'il ne porte aucune pièce d'identité, mais que ce doit être un Américain. Voilà. « Étrange, fit le brigadier en se caressant le menton. Alors, il aura été tué dans le car ? Dame. Mais Crin-Crin doit savoir. Où est-il, ce Crin-Crin ? Je suis là, brigadier, répondit Crin-Crin, qui se tenait debout à la porte de la salle d'attente. Amène-toi donc. Tu as dû entendre le coup de revolver ou le fusil qui a tué cet homme. Crin-Crin, qui s'était avancé, mais tournait obstinément le dos au cadavre, répondit en haussant les épaules. « Vous n'y pensez pas, brigadier, avec le bruit de ma guimbarde. »« Il est un fait, dit M. Begloufon, que le car de Crin-Crin fait un tel tapage en roulant qu'il n'entend même pas les klaxons des autres qui lui réclament la route. Tout à l'heure, un peu après le grand bon Dieu, j'ai voulu dépasser le car, mais j'ai eu beau corner et recorner, c'était comme si je flûtais. Monsieur Crin-Crin ne s'est pas dérangé et a continué à tenir le haut de la chaussée. C'est à peine si j'ai pu passer. « Vous étiez donc devant le car ?» interrogea le brigadier. « Et vous n'avez rien remarqué sur la route ?»« Rien. »« Rencontré personne ?»« Pas un seul piéton. Et comme voiture, le petit taco de M. Quinsoud, le leveur de truffes. Il m'a croisé à mi-chemin de Chamaret environ. Mais dites-moi, brigadier, il se fait tard, et si vous n'avez plus besoin de moi... Mais non, monsieur Begloufon, et je vous remercie. » Le châtelain de la Pinède tendit sa main au brigadier, serra celle de M. Royer, puis sortit, et un moment après, on entendit sa puissante auto qui s'éloignait. Cependant, le brigadier, se caressant toujours le menton, répétait « Étrange, étrange. » Le pis est, fit M. Royer, qu'on ne sait pas qui est ce bonhomme. Je l'ai vu, ce matin, descendre du train de Pierre-Latte, confia Régis. Moi aussi, fit M. Royer,
Bien sûr. Il m'a même demandé si le car était là, et avec un accent étranger. Alors, Crin-Crin, tu l'as chargé ce matin? Bien sûr, même qu'il m'a demandé s'il y avait un bon hôtel à Grignan. Et je l'ai descendu en passant, à l'hôtel Sévigné, chez le père Lézard. Et ce soir, tu l'as également chargé? Oui, sur la place. Il attendait en faisant les 100 pas. Il a grimpé dans la voiture, il était seul voyageur. Moi, je ne m'en suis pas occupé. J'ai pris le sac de dépêche, comme d'habitude, puis, voyant qu'il n'y avait plus personne et que c'était l'heure, j'ai mis en marche, et j'ai filé. Puis, en arrivant ici, comme il ne bougeait pas, j'ai cru qu'il dormait, et je suis venu le secouer. Patatras, il a dégringolé et il était mort. Pour une sale affaire, c'est une sale affaire. Il n'y a qu'à moi qu'il arrive de choses pareilles. La banquette est pleine de sang. Qu'est-ce qu'il va me chanter, le patron, quand je vais rentrer? Comme si c'était de ma faute. À moi, je vous demande un peu. Et Crin-Crin agitait ses longs bras, attestant par ce geste toute son innocence dans cette affaire. Si vous rentrez, fit le brigadier. Comment, si je rentre? Dame, j'ai bien envie de retenir votre car, comme lieu de crime, afin que le parquet... Mais Crin-Crin s'indigna. Retenir ma voiture? Mais je suis en service public, moi. C'est-y vous qui conduirez les voyageurs du train de 9 heures? C'est-y vous qui porterez le courrier? Vous en avez de bonnes. Il est joli, votre car, tout dégoûtant de sang. Bah, un peu de paille sur le parquet, et un bon coup d'éponge sur la moleskine des sièges, et il n'y paraîtra plus. Et pour ce qui est du théâtre du crime, pas besoin de retenir ma voiture. Le parquet n'y verra pas plus clair que je ne puis vous le dire. Le voyageur était sur la banquette du fond, contre la portière, dont la vitre était abaissée, dans son dos. Qu'est-ce que vous voulez voir de plus? Le brigadier réfléchit une seconde, puis... Bon, en effet, vous êtes en service public. Alors, nettoyez votre voiture et qu'il n'en soit plus question. Seulement, n'oubliez pas que vous devez vous présenter à la première réquisition du parquet. Crin-Crin tourna les talons. Il n'était pas fâché de s'en aller. Le brigadier continuait à se caresser le menton et il monologuait. Sale affaire. Bien entendu, l'assassin n'a pas laissé sa carte de visite et l'on ne sait même pas qui est la victime. Allez vous débrouiller là-dedans. Pour un patelin où il ne se produit jamais de crime, lorsque par hasard il en est commis un, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et cela m'arrive 2 mois avant ma retraite. Mais il eut un geste, et se tournant vers son gendarme, qui, jusque-là, n'avait pas prononcé une seule parole, « Bah, après tout, le parquet s'arrangera. Ils ont la police judiciaire et feront venir, si cela est nécessaire, le fameux monsieur Rosic. Les gendarmes ne sont pas faits pour exercer le métier de détective. Sambus, vous avez téléphoné au parquet? Oui, brigadier. Alors, cela va bien. Quand ils viendront, ils verront ce qu'ils ont à faire. Mais M. Royer prit la parole. Dites donc, brigadier, vous n'allez tout de même pas laisser ce cadavre dans ma salle d'attente? Mais j'ai mon train de 9 heures, moi. Je ne puis fermer cette salle et empêcher les voyageurs d'y pénétrer. La gare n'est pas un dépôt mortuaire. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Grogna le brigadier. Mais il me semble, le transporter à Grignan, c'est là que se fera l'enquête. Au fait, vous avez raison. Il nous faudra une camionnette. Il y a bien la mienne, proposa Merlot qui n'avait pas quitté la place et ne perdait pas un mot de ce qui se disait. Eh bien, allez la chercher, et faites vite. Merlot prit son pas de course. Il n'habitait pas loin de là, ce qui fait que 5 minutes après, il arrivait avec sa camionnette. Avec l'aide de Régis, il porta donc le corps de l'assassiné dans sa voiture, monta sur le siège, et tandis que les gendarmes, eux, remontaient sur leur moto, il les suivait, s'engageant sur la route de Grignan. Arrivé dans cette antique cité,
le cortège s'engagea sur cette pente roide qui, en tournant, grimpe jusqu'au pied du château des Adhémar. Et là s'arrêta devant une sorte de grotte creusée dans le rocher qui sert de piédestal à la vieille demeure seigneuriale, et que clôt une grille de fer. Cette grotte sert de dépôt mortuaire, et c'est là que l'on entrepose, avant de les inhumer, les suicidés ou les morts trouvés sur la route, et que leurs familles ne réclament point. On y allongea sur la paille le cadavre de l'assassiné du quart, puis la grille ayant été fermée à clé. « Je crois, proposa Merlot, que nous avons bien gagné un bon café arrosé. »« Pour nous, fit le brigadier, ce sera plutôt un apéritif, car nous n'avons pas dîné. Mais, le devoir avant tout, et il nous faut bien achever notre enquête, pour quand le parquet arrivera. D'autant plus que nous avons depuis quelque temps un substitut qui n'est pas commode et ne plaisante pas sur la consigne. Aussi, nous allons un peu voir à l'hôtel Sévigné, si le père Lézard peut nous dire quelque chose, puisque d'après ce qu'a dit Crin-Crin, le particulier y aurait déjeuné. » La camionnette et les motos redescendirent la pente, et un moment après, pénétraient à l'hôtel Sévigné, qui se trouve tout en bas du pays, sur la place Castellane. Il pouvait être 8 heures passées. Les clients et pensionnaires de l'hôtel, ayant achevé leur dîner, avaient pris place sous cette façon de halle qui n'est au demeurant qu'une cour recouverte d'une toiture de zinc et qui, pendant la belle saison, sert de salle de café. Déjà, des bridges ou de simples belotes s'organisaient, tandis que des dames tricotaient en bavardant, et que le haut-parleur d'un poste faisait entendre un quelconque orchestre tonitruant des airs de jazz. Les 2 gendarmes et Merlot s'assirent à une table vide, et le père Lézard lui-même vint prendre la commande, sans se presser et avec ce traînement de pied de l'homme qui souffre de corps indéracinable. « Dites-moi, Lézard, fit le brigadier, vous avez vu, ce matin, un bonhomme, grand et assez fort, vêtu d'un complet gris foncé à raies noires. »« Bon, un Anglais ? Plutôt un Américain. Mais cela importe peu. Il a déjeuné chez vous ? Et même bien déjeuné, vu qu'il a commandé un perdreau et une bouteille de Châteauneuf. »« Et vous ne savez pas qui c'est ? » ?»« Dame, non. On n'a pas l'habitude de demander leurs noms et leurs états civils aux personnes qui ne font que déjeuner, n'est-ce pas ? » ?»« Certainement, fit le brigadier en se caressant le menton. Mais c'est ennuyeux. Il y a quelqu'un qui pourrait vous renseigner, peut-être ? Qui cela ? Monsieur Zeph. Ah, vous croyez ? Dame, quand il a eu déjeuné, il a pris son café, à cette table, près de la buvette. Un bon café qu'il a fait suivre de 2 verres dégustation de ma meilleure fine. Puis, comme il a demandé l'addition, je la lui ai apportée moi-même, et c'est alors qu'il m'a demandé où habitait monsieur Zeph. Je le lui ai indiqué. Il m'a remercié, est sorti et s'est dirigé tout droit vers Puol. « Ah » dit le brigadier dont la figure s'illumina. « Voilà, enfin, un bon renseignement. » En se tournant, il appela. « Camille !» Un jeune garçon qui était en train de tirer des bocs à la pompe à bière répondit. « Voilà !» Puis s'empressa vers le brigadier. « Camille, » fit celui-ci, « tu vas sauter sur ta bécane et tu vas aller à Puol, dire à monsieur Zeph, si cela ne le dérange pas trop, de venir me parler. »« Bien, » fit le jeune Camille, qui saisit sa bicyclette, laquelle reposait dans un coin du hall, et sortit. « Alors, » demanda l'hôtelier, « ce voyageur vous intéresse tant que cela ? » ?»« Dame !»« Ça n'est pas quelque gibier de potence ? » ?»« Non, c'est simplement un malheureux bougre qui a été assassiné dans le quart de Tolignon. »« Non, ce n'est pas trop vrai. » Bientôt, la nouvelle fit le tour de la salle et quelques curieux s'approchèrent. Le brigadier racontait ce qui s'était passé, et des exclamations partaient de toutes parts. « Par exemple, qui aurait jamais cru ?
un homme qui paraissait si bien, et qui ne se refusait rien, le bougre. Qui diable a pu faire le coup? En somme, il était complètement inconnu dans le pays. Cependant, Camille était revenu, et ayant déposé sa bécane où il l'avait prise, se dirigea vers le brigadier. « Eh bien, ma foi, fit Camille, j'ai eu beau sonner, carillonner, et taper à la porte, personne n'a répondu. Tout est éteint dans la villa, et sans doute monsieur Zeph, qui est couché, s'il a été réveillé par le bruit, n'a pas tenu à se lever. » Le brigadier songea une seconde. Puis, ma foi, rien ne presse. Demain, il fera jour. Je ne puis tout faire. Il faut bien laisser un peu de travail au parquet. Après tout, j'ai l'estomac dans les talons, moi. Et il tira son porte-monnaie pour payer la tournée. Mais, Merlot, vous plaisantez, brigadier. Laissez, les consommations sont pour moi. À titre de revanche, dit le brigadier, qui, suivi de son gendarme, se dirigea vers la gendarmerie. Merlot demeura sous le hall. Il avait tant de choses à raconter, n'est-ce pas? Et puis, il avait dîné, lui, et il n'était pas pressé de regagner Chamaret et sa maison vide, car Merlot n'avait pas de famille. Chapitre 2. Un deuxième assassinat. À 9 heures, le parquet de Montélimar arriva à Grignan en 2 voitures. De la première, conduite par un gendarme, descendirent le substitut et le lieutenant de gendarmerie, et de la seconde, monsieur le juge d'instruction, son greffier et le médecin légiste. Depuis une bonne heure, le brigadier les attendait devant la mairie, en faisant les 100 pas. Militairement, il salua ces messieurs du parquet, et les introduisit dans la salle des délibérations de la mairie, où les magistrats s'installèrent autour du tapis vert, où, d'ordinaire, prenaient place messieurs les conseillers municipaux. Monsieur Beurdelais, le substitut, était un grand jeune homme d'une trentaine d'années, mince et blond, natif du Nord, et qui, tout nouvellement promu dans sa fonction, y faisait du zèle, le temps n'ayant pas encore arrondi ses angles. Tout autre était monsieur Montel, juge d'instruction, bedonnant, hilar, vieilli sous le harnois et près de sa retraite, cherchant à éviter toutes les difficultés. « Alors, vous avez un meurtre ?» fit-il en s'adressant au brigadier. « Vous prenez bien votre temps, un pays aussi tranquille que le vôtre. » Le brigadier eut un geste vague, comme pour dire que ce n'était vraiment pas sa faute, et que s'il avait pu y être de quelque chose, évidemment, ce crime eût été commis bien loin de sa bourgade dont il était chargé d'assurer la sécurité. « Vous avez dû commencer votre enquête, hein? Voyons, racontez-nous un peu cela. »« Eh bien, voilà, monsieur le juge. » Et le brigadier de raconter que la veille au soir, vers les 7 heures, quand le car de Tolignan était arrivé devant la petite gare de Chamaret, son terminus, on avait trouvé dans la voiture un bonhomme assassiné. Monsieur Bégloufon, qui est médecin et qui n'exerce pas, s'était trouvé là comme par hasard, avait déclaré, après avoir examiné la victime, que le bonhomme était mort d'une balle de revolver ou de fusil qui lui avait traversé le cou, lui brisant les vertèbres ainsi que l'artère carotide. Que sur le cadavre on avait trouvé divers objets, mais pas le moindre papier pouvant servir à établir son identité. Pourtant, on avait appris qu'il était arrivé par le train de 11 heures et qu'il avait déjeuné à l'hôtel Sévigné, et M. Lézard, propriétaire de l'hôtel, interrogé, avait déclaré que l'individu lui avait demandé où habitait M. Zeph. Puis, il s'était dirigé vers la demeure de ce dernier. C'était tout ce que l'on savait. « Vous avez vu, je pense, ce M. Zeph ?» demanda le substitut de sa voix sèche et rêche. « Faites excuse, monsieur le substitut. Dès hier soir, j'ai envoyé Camille, le garçon de l'hôtel Sévigné, demander à M. Zeph de venir me parler. Mais Camille a eu beau sonner
et frappé à la porte, personne n'a répondu. Monsieur Zeph devait être couché et ne tenait pas du tout à se relever. C'est parfait, fit le juge. Nous allons convoquer ce monsieur Zeph. Mais dites-moi, les personnes qui se trouvaient dans le car... Le bonhomme était seul, monsieur le juge. Crin-Crin l'avait chargé sur la place de Grignan. Mais alors, qui a pu le tuer? Je pense que le coup de feu a été tiré de l'extérieur. C'est d'ailleurs l'avis de monsieur Begloufon et la façon dont était placée la victime et l'endroit où il était blessé. Fichtre, il a fallu un fameux tireur, prononça le substitut. Oh, répliqua le brigadier, ce n'est pas plus difficile que de tirer un lapin, et n'importe quel chasseur, pourvu qu'il soit un peu adroit, c'est ce que je voulais dire. Bon, continua le juge d'instruction, admettons que le coup soit parti de l'extérieur. Tout de même, ce Crin-Crin, qui doit être le conducteur du car, a dû entendre le bruit. Oh, monsieur le juge, le car de Tolignan est une vieille voiture et qui fait un tel tapage en roulant qu'il est tout naturel que Crin-Crin n'ait rien pu entendre. Mais sur la route, il n'a rien remarqué de suspect? Rien du tout. Et M. Begloufon, qui le précédait dans son auto, a déclaré que la route était déserte. Fichtre. Et il faut vous dire que depuis le carrefour de la route de Montélimar et de celle de Chamaret, à 1 kilomètre de Grignan, la route traverse des truffières qui, à droite et à gauche, font comme un bois fort épais. L'assassin a pu facilement s'y dissimuler. Il y eut un silence. Le juge se tourna vers le substitut et, hochant la tête, « Voilà une affaire qui se présente assez mal. Non seulement on n'a aucune idée sur le coupable, mais encore on ne sait rien de la victime. » Bah, fit le substitut, avec un petit air supérieur, ce monsieur Zeph nous aura vite renseigné sur le personnage, puisqu'il en a reçu la visite. Souhaitons-le. Pardon? Fit alors le brigadier. On sait toujours une chose sur lui. Ah? C'est un Américain. Tiens, tiens. Et comment diable? Ceux que l'on a trouvés sur lui, briquet, montre, sont de marque américaine. Ses vêtements sortent de chez un tailleur de New York. Et enfin, M. Royer, le chef de gare de Chamaret, et le père Lézard, à qui il a parlé, déclarent tous les deux que le type avait un fort accent. Bigre, un Américain. Ce n'est certainement pas fait pour simplifier la besogne. À ce moment, le médecin légiste, que l'appariteur de la commune avait conduit au dépôt mortuaire, pénétra dans la salle. « Eh bien, interrogea le juge, je viens de voir le négociant. Et alors? Il a été tué d'une balle de calibre moyen, qui a pénétré par la nuque et est sorti à côté de l'os thyroïde, traversant les vertèbres cervicales et tranchant la carotide. La mort a dû être instantanée. Puis, après un petit silence, « Voilà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire l'autopsie. » Monsieur Monteil se mit à rire. « C'est curieux, comme vous répugnez à l'autopsie, docteur. Vraiment, pour un médecin légiste, le cas est plutôt rare. Pour l'utilité que cela présente, le plus souvent. Il est un fait que dans l'occurrence, comme il ne s'agit pas d'empoisonnement, l'autopsie ne nous apprendrait pas grand-chose. »« Cela dépend, crut devoir dire le substitut. En tout cas, les règlements sont les règlements. »« Bah, répliqua le juge d'instruction. Pourquoi faire de la peine à ce bon docteur Picot qui n'aime pas travailler du bistouri? Monsieur Zeph nous en apprendra certainement davantage qu'une autopsie. » Et se tournant vers le brigadier, « Envoyez donc quelqu'un quérir ce monsieur Zeph, que nous puissions l'interroger. » Le brigadier se leva et ouvrit la porte. Mais, ce faisant, il se trouva nez à nez avec un gendarme qui se préparait à entrer et qui, tout de go, lui dit « Ce serait pour annoncer à ces messieurs du parquet qu'un nouveau crime a été commis dans la commune. »« Encore » cria le juge. « Quoi donc » demanda le brigadier. Et le gendarme répondit « Monsieur Zeph. »
Du coup, le substitut, le juge et son greffier lui-même se levèrent et d'une même voix « Que dites-vous ? On a assassiné Monsieur Zeph !» Le gendarme, ainsi interpellé, fit le salut militaire en même temps que quelques pas dans la salle et se trouvant devant la table au tapis vert. « Voilà, fit-il. Ce matin, la Ménine, qui sert de femme de ménage à Monsieur Zeph, s'est rendue à Puol, entre 8h30 et 9h moins le quart, comme elle le fait chaque matin. Tout d'abord, qu'elle a dit, elle a été surprise de voir que les fenêtres étaient encore fermées et que Monsieur Zeph n'était pas en train de bousiller dans son jardin, à son habitude. Et elle a pensé que peut-être il était un peu fatigué, quoiqu'il soit robuste comme un chêne et fort comme un taureau, et que peut-être il avait fait la grasse matinée, ce qui, à vrai dire, ne lui arrive jamais. Alors, elle est entrée et a constaté que la porte n'était pas fermée à clé, preuve que Monsieur Zeph était déjà levé. Et elle n'y comprenait rien quand, ayant poussé la porte, elle a trouvé Monsieur Zeph dans le vestibule, étendu raide-mort dans une mare de sang. Elle a eu peur, cette femme, et cela se comprend, quand on ne s'y attend pas. Elle est sortie comme une folle et s'est mise à crier au secours. Il y avait Rocard dans sa vigne et Béroul dans son jardin, qui sont voisins et qui, entendant ces cris, sont accourus et eux aussi ont vu Monsieur Zeph. Il a, paraît-il, un couteau planté en pleine poitrine. Rocard a pris ses jambes à son cou et il est venu nous avertir à la gendarmerie. Alors, comme je savais que ces messieurs du parquet se trouvaient à la commune, je suis venu. Et voilà. Et, ayant dit, le gendarme, un rouquin qui avait l'accent de Lyon, fit le salut militaire et attendit, les talons joints et le petit doigt sur la couture du pantalon. Le juge et le substitut se regardèrent. Et, avec un petit rire qui grinçait comme une serrure mal graissée, monsieur le substitut dit « C'est clair comme de l'eau de roche. C'est l'Américain qui a assassiné monsieur Zeph. » Le juge eut un petit sourire grailleur. « Et peut-être bien... mais cela ne nous dit pas qui a assassiné l'Américain. » Et monsieur le substitut demeura quoi. Il y eut un petit silence. Enfin, monsieur Monteil, avec le ton et la mine de quelqu'un qui se résout à l'accomplissement d'une corvée ennuyeuse. « Que voulez-vous ? Il faut tout de même aller voir ça. » Et, s'adressant au brigadier. « C'est loin, ce Puol ? » ?»« À 800 mètres, tout au plus. »« Alors, pas besoin des autos. Nous allons nous y rendre à pied. Cela nous dégourdira les jambes. » Ils descendirent, suivant le brigadier, jusqu'à la place Castellane, au milieu de la curiosité des Grignanais, debout devant leur porte. Car ces deux crimes étaient connus et avaient semé la consternation dans le petit pays. Puis ils s'engagèrent sur la route de Tolignan, et tout de suite, tournant à droite, prirent un petit chemin charretier aux ornières profondes, où l'herbe poussait haute, indiquant que le chemin n'était pas des plus fréquentés. Devant eux se dressa une sorte de tertre, ce que l'on nomme un cerf dans le pays, où, parmi les rochers, des chênes et des pins déployaient leurs branches. Mais, ayant tourné le cerf, au midi, ils aperçurent, close de murs bas, une belle vigne dont les ceps tournant au rouge grimpaient la petite côte jusqu'une sorte de jardinet verdoyant devant une maison d'assez belle apparence. Haute d'un seul étage, au-dessus du rez-de-chaussée, elle était percée de 3 fenêtres et couverte de toile rouge. Les murs peints en bleu tendre et les volets en bleu foncé. Devant la porte d'entrée, une façon de terrasse ombragée par 2 beaux tilleuls. C'était Puol, qui tirait son nom de celui du cerf, où la villa était construite. Déjà, une centaine de personnes étaient réunies sur la terrasse, et les yeux plongeant par la porte entr'ouverte vers le couloir où l'on pouvait voir étendu le cadavre du malheureux monsieur Zeph. Sur un ordre du substitut,
Les gendarmes firent évacuer cette petite foule et le parquet pénétra dans la maison. Tout de suite, le médecin légiste se pencha vers le cadavre et l'examina longuement. « Eh bien, demanda le juge. « Vous voyez, fit le médecin légiste, en se relevant, un coup de poignard en plein cœur. L'arme est encore dans la blessure. La mort fut instantanée. Et comme le poignard obstruait la plaie, l'hémorragie a dû être interne. Elle a à peine saigné. Et la mort remonte ? Environ 12 heures. Mais vous n'êtes pas sûr ? Dame. Le substitut eut un petit rire goguenard, et avec un regard de coin au médecin, « Cette fois, pour nous fixer sur l'heure du crime, il faudra faire l'autopsie, car seul l'état de l'estomac et des repas pris. » Le médecin ne répondit rien. « Voulez-vous arracher l'arme » pria le juge. Le médecin légiste s'exécuta, avec les précautions d'usage, et après s'être entouré la main de son mouchoir, afin de laisser intactes les empreintes digitales, s'il y en avait. Le juge, qui était ganté, saisit le poignard par la lame. « Drôle d'arme, fit-il. » En effet, ce poignard était d'un modèle peu courant. Une lame large, aiguë, courte, emmanchée dans une poignée de cornes, dont le pommeau représentait, grossièrement taillé, une figure d'homme. « Poignard indien, » fit le substitut, qui avait jeté un coup d'œil sur cette arme. « Vous croyez ? En usage chez les peaux-rouges, et qu'on l'on rencontre dans le nord du Canada. Les Indiens s'en servaient, paraît-il, pour scalper leurs victimes. Ce qui semblerait bien indiquer, alors, que le coup a été fait par l'Américain, tué dans le quart. « Cela ne me semble pas faire l'ombre d'un doute, » répliqua le substitut de sa voix sèche. « Reste à savoir qui a tué cet Américain. En tout cas, pour le moment, visitons un peu les lieux, qui, peut-être, nous donneront quelques indications. » À droite du couloir, où était étendu M. Zeff, s'ouvrait une salle à manger, meublée d'un buffet, d'une desserte, d'une table et de 6 chaises en chêne clair du style hollandais qui fit fureur avant la Grande Guerre. Aucun désordre n'y régnait, et il était bien évident que rien ne s'était passé dans cette pièce. En face, c'est-à-dire à gauche, c'était une sorte de bureau avec au fond une grande bibliothèque titrée, garnie de livres, surtout de dictionnaires et d'encyclopédies. Une grande table-bureau avec son tapis incrusté de drap rouge et chargé d'un grand buvard, d'une belle écritoire et de quelques livres. Une façon de divan, 2 fauteuils de cuir et 2 chaises cannées. La salle à manger et le cabinet de travail ouvraient sur la petite terrasse par des portes-fenêtres. Derrière la salle à manger, et communiquant avec elle par une porte vitrée, la cuisine, très modernement installée. Une immense cheminée à hotte dans laquelle était placée une cuisinière en émail blanc. Tout à côté, sur une table spéciale, un petit fourneau avec four utilisant le gaz butane avec sa grosse bouteille bleue sous la table. Un grand buffet de hêtre et bois blanc, et au milieu une table, également de hêtre et sapin, recouverte d'une petite nappe à carreaux jaune et bleu, où une assiette à soupe attendait avec sa cuillère et son couteau, un verre, une bouteille de vin rouge et une grande jarre en verre pleine de raisins, de poires et de pommes. En somme, un couvert mis pour quelqu'un qui ne tardera pas à se mettre à table. Et le juge, ayant examiné le petit fourneau à gaz butane, constata que sur un des brûleurs, d'ailleurs éteint, se trouvait une casserole d'aluminium, vide, mais qui paraissait avoir contenu quelque aliment, qui s'était évaporé sous la chaleur, laquelle, peu à peu, avait à demi fondu le métal dont était fait cet ustensile de cuisine. Et il fut facile, même au juge d'instruction, de s'apercevoir que le robinet d'arrivée du gaz était ouvert, ce qui fait que le gaz,
brûlant jusqu'à la consommation complète du contenu de la bouteille, avait d'abord fait s'évaporer l'aliment de la casserole, puis carbonisé ce qui en restait, et enfin fondu l'aluminium lui-même de ce léger récipient. Voilà, conclut M. Monteil, qui semble bien indiquer que ce M. Zef a été assassiné avant de se mettre à table. Mais à quelle heure avait-il coutume de souper? Et se tournant vers le brigadier, « Est-ce que cette femme de ménage est encore là ?»« Elle est dans le jardin, monsieur le juge, en train de pleurer comme une fontaine. Voulez-vous l'appeler ?» Le brigadier sortit et reparut bientôt, ramenant la femme. Celle que l'on appelait la Métine, à Grignan, pouvait avoir une 50aine d'années. Elle était courte et grosse, avec une figure rougeaude sous des cheveux gris. Pour le moment, cette figure grasse et ronde était trempée de larmes qu'elle essuyait d'un pan de son tablier bleu. « Ah !» gémit-elle en se présentant devant ces messieurs du parquet. « Un si bon maître, et finir si misérablement. Qui l'eût cru ?»« Dites-moi, madame, » interrogea le juge, « pouvez-vous nous dire vers quelle heure soupait M. Zef ?» La Ménine considéra le magistrat, comme surprise par une telle question dont elle ne comprenait pas évidemment l'utilité. Puis, volubile. « Vers 7 heures, je pense. Vous comprenez, monsieur le juge, moi, je ne suis pas là le soir. J'arrive le matin à 8h30, 9h moins le quart, je trouve ce pauvre monsieur Zef toujours debout, en train de bousiller dans le jardin. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai été étonné de ne point voir quand je suis arrivé. Pauvre cher homme, il était mort. » Et un grand sanglot l'interrompit. Et une seconde sa figure large et rubiconde disparut dans les plis de son tablier bleu. « Voyons, madame, fit le juge, nous comprenons votre douleur, mais il faut se faire une raison. »« Ah, vous ne savez pas ce que je perds. Jamais je ne retrouverai un pareil maître, toujours content et ne grondant jamais. Une crème. Quand j'arrivais le matin, tout de suite, il s'inquiétait de ma santé. Je faisais le ménage, sa chambre, là-haut, son lit. Puis, je m'occupais de son déjeuner. Ah, il faut le dire, ce pauvre M. Zef était gourmand. Mais il ne regardait pas la dépense. Il déjeunait dans sa salle à manger, je le servais, et ne partait vers 2 heures que lorsque j'avais fait la vaisselle et tout remis en ordre. Mais je lui avais préparé son souper. Oh, pas grand-chose, car il mangeait peu le soir, et disait qu'il ne faut pas se charger l'estomac, si l'on veut bien dormir. Une bonne soupe de légumes, des fruits, c'était tout son dîner. Donc, je lui préparai sa soupe, qu'il n'avait qu'à faire réchauffer lui-même sur le réchaud à gaz. Et vous dites que c'était vers 7 heures qu'il soupait ? Sans doute. Merci. Et se tournant vers les autres, c'est donc au moment de se mettre à table, et comme il se faisait réchauffer la soupe que sa femme de ménage avait préparée le matin, que M. Zef a été tué. Si son assassin est l'Américain, qui voulez-vous que ce soit ? Persifla le substitut. Mais le juge continua, sans relever cette interruption. Cela prouve d'abord une chose, c'est que M. Zef était assez familier avec lui pour vaquer à ses préparatifs culinaires en sa présence. Et ensuite que, puisque l'Américain était venu chez M. Zef, vers 3 heures, à en croire l'hôtelier, ce n'est qu'à la fin de la visite qu'il a commis son crime. Et à vrai dire, cela est assez curieux. « Je ne trouve pas, » grommela le substitut. « Il a pu y avoir une discussion entre les deux hommes, à la suite de laquelle... » « Pardon. Notez que tout est parfaitement en place, qu'il n'y a aucune preuve d'une rixe quelconque entre les deux hommes. Le crime aurait été commis à la dernière minute, puisque c'est vers 7 heures que l'Américain a pris le car, où il a trouvé la mort. Il y aurait là un pointage précis à exécuter. Les faits, me semble-t-il, sont assez probants par eux-mêmes. Je serais tout de même heureux de savoir ce qui s'est passé entre M. Zef et l'Américain durant les 3 heures qu'ils sont demeurés ensemble.
Cela n'avancerait guère. Qui sait? À ce moment, le brigadier, qui, pendant ce temps, furetait dans la maison, revint dans la cuisine où se tenaient ces messieurs, et, s'adressant au juge d'instruction. Avez-vous remarqué, monsieur le juge, que dans la pièce bureau, sur une petite table, il y a une bouteille de fine champagne et 2 verres? Non. La Ménine assure que cette bouteille et ces verres n'étaient pas là quand elle a quitté la maison, vers les 2 heures. Eh, mon Dieu, fit le substitut, c'est tout simplement le petit verre que monsieur Zeph a offert à son visiteur. Sûrement, reprit le brigadier. La bouteille, quoique fortement entamée, a été débouchée à cette occasion. Le bouchon le prouve, et aussi le tire-bouchon qui se trouve dans le plateau. C'est donc dans le bureau que monsieur Zeph a reçu son visiteur. Et c'est en le quittant dans le couloir, où monsieur Zeph l'accompagnait jusqu'à la porte, qu'il a été tué par ce visiteur, qui ne pouvait être que l'Américain. Voir, murmura Montiel entre ses dents, et il se dirigea vers le bureau. Comme l'avait dit le brigadier, c'est une table portative. Il y avait un plateau, supportant 2 verres dégustation, une bouteille de fine champagne aux 3/4 vide et un tire-bouchon. Les 2 fauteuils de cuir qui se faisaient face indiquaient la place de M. Zeph et de son visiteur, et tout était en ordre dans cette pièce, et rien n'indiquait qu'une rixe ou simplement une discussion un peu mouvementée s'y fût déroulée. Curieux, 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 faisait le juge d'instruction. Et un long temps, il demeura rêveur. Enfin. Messieurs, fit-il, nous n'avons plus rien à faire ici. L'affaire me semble assez complexe et, disons le mot, mystérieuse. Le mieux est de lancer monsieur Rosic sur ce crime. Mon lieutenant, vous seriez bien aimable de lui téléphoner de venir sur le champ. Pour nous, il ne nous reste plus qu'à aller déjeuner, car il va être bientôt midi. Puis, s'adressant aux gendarmes. Vous allez fermer cette maison et mettre une sentinelle à la porte, afin que nul n'y pénètre, en attendant l'arrivée de monsieur le commissaire à la police judiciaire, à la disposition de qui vous vous mettrez, bien entendu. Et monsieur Monteil sortit de la villa de Piolle, suivi de ces messieurs, et se dirigea paisiblement vers l'hôtel Sévigné, où il avait pris la précaution de commander un déjeuner soigné. Chapitre 3. Ce que c'était que monsieur Zeph. Le couvert était mis dans un petit salon, et monsieur Lézard en personne, une serviette sur le bras, attendait ces messieurs à l'entrée de son hôtel. L'hôtel Sévigné est réputé pour l'excellence de sa cuisine. À son menu, l'on ne voit pas de ces mets au nom extravagant, triomphe des princes de la cuisine. Mais les plats les plus simples y sont particulièrement soignés et les gourmets les plus difficiles sont obligés de saluer la cuisinière bourgeoise de cette maison qui préside au bon fonctionnement des casseroles et des rôtissoirs. Les spécialités de l'hôtel sont l'omelette aux truffes et le pâté de lièvre qui, à eux seuls, suffiraient pour faire courir la clientèle. Ce jour-là, la cuisinière de l'hôtel Sévigné s'était particulièrement distinguée, et ces messieurs du parquet firent le plus grand honneur à une chair véritablement remarquable, arrosée de vin des rives rhodaniennes, Ermitage et Châteauneuf, dont la cave du père Lézard est abondamment et savamment pourvue. Et ce fut au cours de ce déjeuner que ces messieurs apprirent ce qu'était ce monsieur Zeph, qui venait de mourir si misérablement dans sa maison de Puyol, et dont la mort était à la fois si lamentable et si mystérieuse. Et voici quelle était, au demeurant, l'histoire de cet infortuné monsieur Zeph. Il y avait jadis, à Grignan, un bonhomme nommé Baptiste Méjean, mais que l'on appelait plus communément Tistou, pour aller plus vite, et qui était maçon de son métier. Un grand diable sec, sous la broussaille des sourcils gris, le nez tombant sur une moustache en chien-dent, qui cachait comme un rideau délabré une grande bouche toujours tordue en un sourire groyeur.
tantôt gâchant son mortier, tantôt travaillant son jardin dont les légumes assuraient sa nourriture, et soignant sa vigne sur les pentes méridionales de Puol, ou encore surveillant une truffière dans les fourrés de Montine. Tristou vivait heureux avec sa femme, une solide commère qui n'était pas la dernière à jouer de la langue autour de ce lavoir communal qui a l'air d'un temple de l'amour, et qui n'est au demeurant que celui des cancans et des potins. Les Méjean avaient un fils, auquel ils avaient donné, sans doute pour la curiosité de l'assonance, le prénom de Jean, et qui, fréquentant l'école laïque de Grignan, y faisait montre de travail et d'intelligence. Aussi le vieux maître, Monsieur Osseric, ne cessait de répéter à ce brave homme de Tistou. « Il faut le pousser, ce gamin. Je vous assure que l'on en peut faire quelque chose. » « Ah, répondait le maçon avec un sourire de biais, que vous arriviez seulement à en faire quelqu'un. Mais tout de même, quand le gamin eut passé son certificat et qu'il eut appris tout ce que ce bon monsieur Esseric était susceptible de lui enseigner, le père et la mère Méjean estimèrent qu'il serait sans doute regrettable de mettre la truelle aux mains du petit, alors que ce bon monsieur Esseric estimait que Jean avait tout ce qu'il fallait pour faire un bon instituteur, c'est-à-dire un monsieur. Et alors, ma foi, comme la truffe donnait bien et que les Méjean avaient de l'argent mignon à la caisse d'épargne, ils placèrent le petit à l'école supérieure de Valréas, tout à côté, et attendirent les événements. Ils ne trahirent nullement la confiance du vieux maître. À 16 ans, Jean passait son brevet avec succès, en même temps qu'il était reçu dans un bon rang à l'école nationale de Valence. Et 3 ans après, il était nommé instituteur, et ses 2 ans de service accomplis, étant passé par Saint-Mexan, il sortait de l'armée avec le galon de sous-lieutenant, et était nommé dans un bon petit poste de la montagne. En somme, l'avenir de Méjean était solidement assuré. Ses pères et mères n'avaient aucun regret de l'avoir fait instruire. Seulement, Jean Méjean caressait d'autres ambitions que celle d'instruire la jeunesse. C'est que dès l'école normale, il avait été piqué de la tarentule d'écrire. D'abord des vers, bien entendu, qu'il était arrivé à glisser dans une de ces modestes revues éphémères qui fleurissent et se fanent rapidement dans toutes les préfectures. Puis, il s'était haussé jusqu'au conte, mais là, le placement avait été plus difficile, et ce n'avait été qu'à Lyon, où il faisait son service militaire dans un bataillon de chasseurs, que s'étant frotté avec quelques journalistes du cru, il était arrivé à faire paraître ses petites histoires en quelques grands quotidiens régionaux. Et enfin, il s'était essayé dans le roman, et dans son poste perdu dans la montagne, possédant de nombreux loisirs et bien peu de distractions, il avait pu mener à bonne fin une œuvre qui l'avait pleinement satisfait. Alors, profitant des vacances, il était parti pour Paris, afin de voir les éditeurs et tâcher de faire publier son œuvre. Opération difficile dont il n'avait pas prévu la besogne effroyable que cela nécessitait. D'abord, le moment était mal choisi. On était dans la belle saison et tous les éditeurs étaient à la campagne ou à la mer. Et si, par aventure, il trouvait une porte entr'ouverte, c'était pour se faire rire au nez. Voyez-vous ce provincial qui arrive de sa cambrousse, son manuscrit sous le bras, et qui se figure qu'on va le publier tout de suite. Mais, mon garçon, si vous voulez être édité, commencez par vous faire un nom. Pourtant, un soir où, découragé, Jean frappait à une dernière porte, en une maison à peu près déserte, il rencontra un gros homme, en bras de chemise, les manches retroussées au-dessus des coudes, et qui bâillait et suait derrière une pile de manuscrits dactylographiés dans leur chemise mauve ou rouge. Et le gros homme le reçut aimablement, de l'air satisfait du monsieur qui s'ennuie et se trouve enfin nez à nez avec un quidam susceptible de lui faire passer un moment. « Ah, ah, vous m'apportez un roman. Et qu'est-ce que c'est que votre roman ? » « Mais une étude très fouillée sur... » L'autre l'interrompit. « Je vois ça d'ici, de la littérature.
Mais mon cher, la librairie en crève de la littérature. Et même quand elle est signée par un académicien, elle ne fait pas un fifrelin. D'ailleurs, ici, nous sommes une librairie populaire. Nous ne travaillons que pour les midinettes et les mécanos. De l'action et du mouvement, et pas de phrases. Ah, si vous m'apportiez un roman policier. Mais je peux vous en faire un. Eh bien, essayez. Et s'il est bien mystérieux, je vous assure que je ne regarderai pas la syntaxe. Jean retourna dans son village perdu dans la montagne et se mit à élaborer un roman policier. Il avait la plume facile, une imagination effrénée, et en moins de 3 mois, il avait écrit 6 à 7 000 lignes policières à faire pâlir de jalousie Simenon lui-même. Et, par la poste, il envoyait son manuscrit à l'éditeur qui l'avait si bien accueilli. Une semaine après, la réponse lui arrivait qui le gonflait de joie et d'orgueil. « Bravo, vous avez mis dans le mille. Je prends votre bouquin et vous fais un pont d'or pour l'avenir. » À la vérité, le pont n'était que doré seulement. Mais tel quel, il suffit à Jean Méjean, qui, estimant que dans cette nouvelle profession de romancier policier, il gagnerait 10 fois plus que dans l'enseignement, envoya sa démission à monsieur le ministre de l'Instruction publique et partit incontinent pour Paris. Ah, ce ne fut pas sans doute sans essuyer les récriminations de papa et maman Méjean, qui ne comprenaient pas que leur fils abandonnât une position sûre, avec au bout une retraite, pour les aléas d'une profession de romancier qu'ils devinaient précaire et toute pavée d'imprévus. Mais Jean tint bon, et c'est lui qui eut raison, car dès son 4e roman, il était sacré maître du genre et voyait déjà tous les éditeurs qui moulaient cette farine à ses pieds. Le roman policier était pour lui une véritable mine d'or. Et c'est alors que, riche et considéré, Jean Méjean avait eu l'idée de se faire construire une maison sur les pentes de Puol, au haut de la vieille vigne paternelle. Il aimait son pays natal, était heureux d'y venir respirer pendant la belle saison, l'air qui, pour la première fois, avait vivifié ses poumons de nouveau-né, et, vraiment, la vieille maison branlante du quartier de Coste-Chaude, où vivaient le père et la mère Méjean, lui apparaissait manquer de confort et indigne du grand homme qu'il était devenu. Et quoiqu'il ne fût plus de la première jeunesse, le bon Tistou avait repris la truelle pour édifier ce nouveau logis. Il faut dire aussi que Jean Méjean venait de se marier. Un mariage d'amour d'ailleurs, sa nouvelle fortune pouvait lui permettre ce luxe. Le gros bonhomme d'éditeur, à qui Jean était resté fidèle, et dont il accroissait la fortune, tout en édifiant la sienne, avait comme dactylo la plus jolie fille qui se pût rencontrer. Grande, mince et semblant modelée sur ce type des nymphes que Houdon tailla d'un ciseau si élégant, un teint éblouissant de jeunesse et de fraîcheur, des yeux plus bleus que le plus beau des ciels de Provence, et des cheveux d'un blond si doré que l'on eût dit un rayon de miel, bref, une vraie figure de keepsake, telle était cette Estelle Cibour qui affolait tous les auteurs de la maison, jeunes et vieux. Mais Estelle ne faisait que rire au nez de ses soupirants, évidemment pour le mauvais motif, car c'était une jeune personne honnête et sage, comme il s'en rencontre tout de même sur le pavé de Paris. Fille d'un sergent de ville du 14e arrondissement, qui portait d'ailleurs sur sa manche le double galon d'argent des brigadiers, Estelle avait été élevée par cet homme sévère dans les principes les plus stricts de l'honneur. « Si jamais tu déviais du droit chemin, avait coutume de dire le brigadier Cibour à sa fille, je n'hésiterai pas à t'étrangler de mes propres mains. » Mais la jeune Estelle n'avait pas besoin de cette menace pour se bien conduire. Il lui suffisait de l'exemple de sa mère, qui était la meilleure des femmes, la plus économe des ménagères et la plus fidèle des épouses. Comme tout le monde, Jean Méjean était tombé amoureux de la belle et jeune Estelle. Mais il se garda bien de le faire savoir tout de suite. Avant tout, il voulut connaître son caractère, car dès la première rencontre, l'idée de l'épouser lui était venue. Certes, avec son nom et tout cet argent qu'il gagnait, Jean Méjean eût pu prétendre plus haut que cette humble fleurette des faubourgs, quel que fût son éclat.
Mais Jean ne reniait pas son origine, et il ne voulait pas introduire dans sa famille et donner son nom à une personne qui, lors qu'il l'amènerait à Grignan, chez ses parents, pourrait rougir du vieux maçon et de sa brave femme. Avec Estelle, il n'y avait rien à craindre de ce côté-là. Aussi les renseignements recueillis d'ici et de là étaient bons, et convaincu qu'Estelle Ciboure présentait le paragon de la femme telle qu'il la désirait, carrément, un soir où il se trouvait seul avec elle dans le bureau du patron, il lui demanda si elle voulait être sa femme. À vrai dire, Jean Méjean était fort joli garçon, grand, l'allure sportive, brun, avec des yeux pétillants d'intelligence. Il n'était point pour déplaire. Et puis, quelle fille de la condition de la jolie Estelle pouvait refuser un romancier qui gagnait tant et tant d'argent? Estelle mit sa main dans celle de Jean. Le lendemain, Jean demandait cette main au brigadier, ébloui par une telle aventure, et un mois après, mademoiselle Estelle cessait d'être dactylo et trônait dans un riche appartement de la rue d'Azas, dont les fenêtres donnaient sur le magnifique jardin du Luxembourg. Au jour de cet heureux mariage, la bonne madame Ciboure, toute rayonnante de joie et d'orgueil, n'avait pas manqué de proclamer: « Je l'avais toujours dit, que notre Estelle deviendrait riche. » À quoi le brigadier, goguenard, avait répondu: « Tu croyais que ce serait ton frère qui lui apporterait la fortune? » Pourquoi pas? Alors, haussant les épaules, mieux vaut un bon mari, comme celui d'Estelle, qu'un oncle d'Amérique aussi problématique. Car il y avait un oncle d'Amérique dans la famille Ciboure. Madame Rosalie Ciboure, née Zeph, avait un frère cadet, qui, assez mauvais sujet en son enfance, avait été embarqué comme mousse au Havre sur un grand voilier. Quelque temps, on avait eu de ses nouvelles, et l'on avait su qu'il naviguait sur un cargo américain. Puis le silence s'était fait, et plus jamais on n'avait su ce qu'était devenu le jeune Maxime Zeph. Mais on n'avait pas cessé de penser à lui, et à en croire madame Ciboure, Maxime n'avait pas manqué de faire fortune de l'autre côté de l'océan, et il n'avait pas tardé à être promu à l'honorable emploi d'homme d'Amérique. Il y a bien peu de familles en France qui ne possèdent le sien, que l'on attend toujours et qui ne vient jamais. Or, voici que pour faire mentir la coutume, un beau matin, alors que depuis 3 ou 4 ans déjà, monsieur et madame Ciboure reposaient dans un confortable caveau du cimetière Montparnasse, un visiteur sonna à la porte du célèbre romancier policier Jean Méjean. Le maître était dans son bureau, à sa table de travail, tout occupé à nouer quelque ténébreuse et inextricable intrigue, mais la femme de chambre n'en annonça pas moins ce visiteur, car elle savait que son maître, quand il travaillait, considérait comme une heureuse détente d'être interrompu dans son labeur. Il y a là un monsieur qui désire voir monsieur. Quel est son nom? Il n'a pas voulu le dire. Bon, faites entrer quand même. Jean Méjean posa donc son stylo et considéra la porte par où allait entrer cet inconnu, et il vit pénétrer dans son studio un bonhomme de taille moyenne, âgé d'une 60aine d'années, au visage rasé et tanné par le grand air, aux yeux bleus et aux cheveux gris qu'il portait strictement taillés en brosse. Le visiteur était d'ailleurs vêtu de façon confortable, mais sans recherche, d'un complet de gros drap qui sentait son vêtement de confection d'une lieue. « Monsieur, interrogea Méjean. L'homme souriait, puis simplement: « Je suis votre oncle. »« Mon oncle? Ou, pour mieux dire, celui de votre femme. »« Mais ma femme... » Bref, je suis le frère de madame Ciboure, qui fut la mère de madame Méjean, et l'on me nomme Maxime Zeph. Comment? Est-ce possible? Vous seriez ce fameux oncle d'Amérique? Fit le romancier en se levant. Il est vrai que je suis votre oncle et que j'arrive d'Amérique, mais il ne faudrait pas croire, hélas, que je débarque les poches bourrées de dollars.
Mon cher oncle, assura Jean Méjean, ne parlons pas de cela, je vous prie. Asseyez-vous. Vous êtes ici, chez vous, et attendez que j'appelle ma femme. Et ouvrant une porte, il cria. Estelle. Estelle. Viens vite. Madame Méjean se précipita, émue par cet appel, et s'arrêta sur le seuil du cabinet de son mari, surprise de son émotion et considérant curieusement cet inconnu. Estelle, ma chérie, fit Jean Méjean, voici ton oncle Zeph qui nous arrive d'Amérique. L'oncle Zeph. Moi-même, ma chère nièce, fit l'oncle en ouvrant ses bras à sa jolie nièce. Ah, faisait Estelle, les larmes aux yeux, comme maman aurait été heureuse, elle qui n'a jamais cessé de penser à vous. Hélas, elle n'est plus. Cette bonne Rosalie, larmoya l'oncle. Hier, je suis allé prier sur sa tombe. Vous saviez donc? Rien quand je suis arrivé, mais je me suis mis à sa recherche. Cela n'a pas été difficile, d'ailleurs, car les braves gens laissent partout où ils ont passé un bon souvenir. C'est ainsi que j'ai appris successivement et son mariage et ta naissance, ma chère nièce, et la mort de cette pauvre Rosalie et de son mari. Enfin, je t'ai trouvé, toi, qui maintenant, avec ton cher mari, composez toute ma famille. Chez qui vous êtes le bienvenu, oncle Jeff, se hâta de dire Jean Méjean, et je vous prie de considérer notre maison comme la vôtre. Ce fut en déjeunant que l'oncle Zeph expliqua sa situation. Pendant plus de 40 ans, il avait roulé sa bosse en Amérique, du Pacifique à l'Atlantique, et du cercle polaire au canal de Panama, exerçant 1000 métiers et subissant 100 000 misères. Et puis, les ans commençant à peser à ses épaules, la nostalgie l'avait pris de la douce France et le désir de revoir les siens, surtout cette petite Rosalie, sa sœur, qu'il n'avait jamais oubliée. Tout de même, s'il n'avait pas fait fortune, du moins avait-il pu amasser 4 cents. De quoi vivre bien modestement dans quelques coins, sans être à la charge de personne. Et il avait pris le bateau. Hélas, Rosalie était morte. Mais du moins avait-il la joie de retrouver une nièce et un neveu. Qui ne vous laisseront manquer de rien, cher oncle, assura Estelle. Tu es une brave fille. Et je le répète, mon cher oncle, vous êtes ici chez vous. Mais il avait secoué la tête. Non, ce que je recherche, c'est la tranquillité. Il y a trop de bruit à Paris, pour une pauvre caboche comme la mienne. Mes derniers jours, je veux les vivre dans quelques villages, dans le calme qui me reposera et me changera de l'existence par trop agitée que j'ai dû mener jusqu'à ce jour. À ces mots, Jean avait frappé la table du poing, assurant « Oncle Zeph, j'ai votre affaire », et se tournant vers sa femme. « Nous allons envoyer le cher oncle à Grignan, puisque, maintenant, hélas, Pujol se trouve vide, le temps que nous n'allons pas y villégiaturer. » En effet, il y avait 4 ou 5 ans que le père et la mère Méjean étaient morts, et la maison de Pujol, où ils avaient vécu leurs dernières années, et où, dans sa belle saison, Jean et sa femme allaient passer leurs vacances, se trouvait inhabitée. Et il expliqua à l'oncle ce que c'était que Grignan et la maison de Pujol. « Vous êtes bien gentils, mes enfants, dit l'oncle Jeff. Mais je vous l'ai dit, je ne voudrais pas vous causer le moindre embarras. Mais au contraire, et c'est vous qui nous rendez service, cher oncle. Cela ne vaut rien aux maisons d'être ainsi inoccupées, et quand nous y venons, le logis sent par trop le renfermer. En vous y établissant, c'est nous qui serons vous obligés. Dans ces conditions, consentit l'oncle. Et c'est ainsi qu'un beau soir, les Grignanais virent arriver le nouvel habitant de Pujol. Mais comme on sut tout de suite que cet inconnu était un oncle de madame Méjean, on ne s'occupa pas de lui. Cette parenté avait suffi pour calmer la curiosité publique, facile à s'émouvoir devant les nouveaux venus. C'était madame Méjean qui lui avait indiqué la Ménine, comme femme de chambre, et c'était bien, en effet, la servante qui convenait à ce sexagénaire. D'ailleurs, l'excellente femme se montrait enchantée de son maître et ne tarissait pas d'éloges sur lui.
Seulement, avait-elle coutume de dire, il n'est guère parleur. Et il est bien vrai que M. Zeph menait une vie assez retirée, et que la prolicité était son moindre défaut. D'ailleurs, aimable avec tout le monde, il ne se liait avec personne. Il était évident qu'il adorait la solitude. On le voyait, se promenant seul, et la canne à la main, à travers la campagne et les bois. S'il saluait courtoisement les gens qu'il rencontrait, jamais il n'entamait de conversation avec eux. Le dimanche, il regardait jouer aux boules, approuvait les jolis coups qui se faisaient, mais se taisait, et quand parfois il s'asseyait à la terrasse de l'hôtel Sévigné pour boire un apéritif, il s'installait toujours tout seul à une table, et si quelqu'un lui adressait la parole, il ne répondait que par monosyllabes et laissait rapidement tomber la conversation. Même quand les méjean étaient à Puol, M. Zeph ne changeait rien à son genre d'existence. Comme les méjean recevaient des amis, ces jours-là, M. Zeph s'arrangeait pour ne point paraître, et quand sa nièce lui reprochait sa sauvagerie, lui disant « Mon cher oncle, on finira par dire que nous vous séquestrons ou que nous avons honte de vous. » L'oncle Zeph se contentait de rire, expliquant « Laissez dire les sots. Il suffit que je vous aime et que vous me rendiez mon affection. Que voulez-vous ? Je suis ainsi fait que je n'aime plus le bruit, et l'on ne me refait pas à mon âge. » D'ailleurs, malgré cela, et comme somme toute, M. Zeph, s'il ne se liait avec personne, n'en était pas moins courtois avec tout le monde, ne croisant pas, fût-ce un pauvre homme, fût-ce une vieille femme sans lui souhaiter le bonjour ou le bonsoir, à Grignan, tout le monde le respectait, et ignorait complètement quelle avait été sa vie. On le prenait pour quelque fonctionnaire retiré des bureaux et jouissant en paix d'une retraite bien gagnée. Tel était donc ce M. Zeph, que ce matin-là on avait trouvé assassiné dans le couloir de son logis, un poignard planté en plein cœur, et qu'avec le parquet, tout le monde croyait bien avoir été la victime de cet Américain qui était venu le voir dans l'après-midi et qui lui-même avait trouvé la mort dans le quart de Tolignan. Chapitre 4. Monsieur Rosic enquête. Ce fut le lendemain vers 10 heures que Monsieur Rosic, commissaire à la police judiciaire et chef de la brigade mobile de Lyon, arriva à Grignan dans sa petite auto grise, célèbre dans toute la région et qui cachait sous son capot étriqué une douzaine de chevaux. Monsieur Rosic jouissait d'une renommée solidement établie à la suite de nombreuses affaires retentissantes qu'il avait rapidement élucidées. À cette époque, c'était un bonhomme de taille moyenne, assez corpulent, ce qui le faisait paraître plus petit qu'il n'était en réalité. La figure ronde et rougeaude, avec sous le nez qu'il avait assez fort, une moustache taillée en brosse courte et toute grisonnante, ainsi que les cheveux qui, d'ailleurs, commençaient à lui dégarnir le front et les tempes. Signe particulier, il avait toujours la pipe à la bouche, la plupart du temps éteinte, et même souvent qu'il avait oublié de bourrer de tabac. Il arriva donc vers les 10 heures à Grignan et se dirigea tout droit vers la gendarmerie où le brigadier, alerté par un coup de téléphone, l'attendait dans son petit bureau. « Au moins, vous vous mettez bien, fit-il en entrant, même avant de dire bonjour. 2 affaires le même jour ? Pour un petit village tranquille ? » « On s'en serait bien passé, soupira le brigadier. Vous avouerez que recevoir cela sur la tête à la veille de la retraite ? Bah, on va débrouiller cela. Fit le gendarme. À première vue, cela ne m'a pas l'air commode. Ce matin, en passant, M. Monteil m'a mis au courant et j'ai déjà quelques tuyaux sur l'une des victimes. Ah, déjà ? Oui, je me suis arrêté à Pierre-Latte et j'ai interrogé à la gare et au terminus. Facile, justement, au terminus, on s'inquiétait d'un voyageur arrivé de la veille qui le matin était parti pour Nyons et que l'on n'avait pas revu. Comme on avait appris qu'un bonhomme avait été assassiné dans le quart de Tolignan, le signalement correspondant parfaitement à leur voyageur, on avait pensé que c'était lui.
Ce dit voyageur était donc arrivé la veille, par le rapide du soir, et il était venu au terminus, porteur d'une petite valise, et avait demandé à dîner et à coucher. Il s'était inscrit sous le nom de Tom Wickin, de Baltimore, sujet américain, venant de Bordeaux. Le lendemain, il avait pris le train de Nyons, laissant sa valise dans sa chambre, en disant qu'il reviendrait le soir, et il n'était pas revenu. Et pour cause. Mais j'ai pu examiner sa valise, qui ne contenait rien que des vêtements et du linge. Peu importe, d'ailleurs, c'était déjà un pas de fait de connaître le nom et la nationalité de ce négociant. Il est un fait, fit le brigadier, que c'est déjà quelque chose. Quand on pense qu'il n'avait sur lui aucun papier. Vous êtes sûr? Dame, c'est moi qui l'ai fouillé. Voilà qui m'étonne. Pourquoi? Mais parce qu'au terminus, la petite bonne qui lui a servi son dîner prétend qu'à un moment donné, il a tiré de la poche intérieure de son veston un gros portefeuille en cuir rouge et bourré de papier. Ce qu'il y a de certain, fit le brigadier, c'est que lorsqu'on l'a retiré mort du car, il n'avait pas plus de portefeuille dans sa poche que dans mon œil. Étrange. Non, sans doute, l'avait-il oublié chez M. Zeph. Ce qu'il faudra vérifier. Mais après tout, c'est bien possible. Bref, j'ai appris au terminus de Pierre Latte tout ce que je pouvais apprendre. Et maintenant, brigadier, à vous la pause. Racontez-moi, par le détail, tout ce que vous savez. Eh bien, il pouvait être dans les environs de 7 heures, peut-être un peu plus, quand un coup de téléphone, venu de la gare de Chamaret, nous a demandé de venir tout de suite, qu'un crime venait d'être découvert. Bon, avec le gendarme sans bus, on a sauté sur nos motos et 5 minutes après, nous étions à la gare. On venait de transporter le cadavre dans la salle d'attente. Vous ne l'avez pas vu dans le car? Alors? Non. Crin-Crin faisait un foin du diable, disant qu'il lui fallait nettoyer sa voiture pleine de sang, s'il ne voulait pas se faire emboîter par son patron. Bref, on avait descendu le corps. Qui y avait-il là? Mais M. Royer, le chef de gare, Régis, son homme d'équipe, Merlot, qui descendait du train, venant de Griant, où il travaille, car il est maître maçon, et M. Bégloufon. Qui est ça, M. Bégloufon? Le brigadier regarda le commissaire tout étonné que M. Rosic ne connût pas un personnage aussi considérable que M. Bégloufon. Puis, après un temps, « Voyons, M. Bégloufon, c'est le propriétaire de la Pinède, ce petit château à l'entrée du chemin de Roche-Courbière. Il est médecin, mais comme il est très riche et qu'il n'a pas besoin de travailler pour vivre, il n'exerce pas, bien entendu. Et qu'est-ce qu'il faisait par là, ce M. Bégloufon? Il descendait du train? Oh non, M. Bégloufon a une auto. Il était venu à la gare de Chamaret pour prendre livraison d'un paquet qu'il attendait. Et même en chemin, il avait croisé le car de Tolignan. Bon. Alors, vous n'avez pas vu le cadavre dans le car? Mais vous avez dû demander comment il était placé. Bien sûr, il était sur la dernière banquette, le dos contre la vitre. Mais, tenez, monsieur le commissaire, c'est justement l'heure du passage du car, et si vous voulez venir sur la place, je pourrais mieux vous rendre compte, et Crin-Crin lui-même vous expliquera. Allons, fit M. Rosic. Et ils se dirigèrent sur la place, qui était à quelques mètres de là. En attendant, ils s'assirent à la terrasse du café, derrière cette belle fontaine qui supporte la statue assise de Madame de Sévigné, et le brigadier commanda 2 apéritifs. D'ailleurs, ils étaient à peine versés, que dans un grand bruit de ferraille, l'autocar débouchait sur la place. Le brigadier se mit à rire. « Vous entendez ce vacarme? Pas étonnant que Crin-Crin n'ait pas entendu la détonation du fusil ou du revolver qui a tué l'Américain. » En effet, approuva le commissaire. Et ils se levèrent, se dirigeant vers le car, d'où descendaient 3 voyageurs, et dont Crin-Crin, monté sur une échelle, sortait de l'impériale une caisse qu'il remettait à un homme qui attendait sur le trottoir. Monsieur Rosic lui toucha le bras, et « Dites-moi, chauffeur. »« Monsieur, lui dit le brigadier, et monsieur le commissaire de la police judiciaire. » Crin-Crin souleva sa casquette, non pour saluer, mais pour se gratter la tête, et avec une mine qui exprimait clairement « Encore? Ce n'est pas fini, cette sale histoire? » Dites-moi, chauffeur, je voudrais bien savoir la place exacte qu'occupait le voyageur assassiné avant-hier dans votre voiture.
Crin-Crin eut un geste et dit simplement « Là ». « Voulez-vous vous asseoir à cette place exacte ?» Sans mot dire, Crin-Crin, roulant les yeux furibonds, grimpa dans son car, s'assit et fit « Voilà ». Monsieur Rosic se dirigea vers le côté de la voiture, se plaça exactement derrière Crin-Crin, songea une seconde, puis « Il n'y a pas d'erreur possible. Un homme sur la route a très bien pu tirer son coup de revolver ou de fusil et atteindre ce voyageur. Assurément, il faut un adroit tireur, mais ce n'est tout de même pas impossible. » En revenant vers Crin-Crin. « Merci, mon garçon. Vous pouvez descendre. Je me rends compte que vous n'avez rien pu entendre, mais du moins, n'avez-vous rien remarqué ? » ?»« Rien. Pas un chat sur la route. D'ailleurs, il faisait noir comme dans un four. Je n'ai vu qu'une auto qui faisait du 100 pour le moins, qui m'a doublé, et qui, paraît-il, était celle du monsieur de la Pinède, et le taco du marchand de truffes que je connais bien, car je le rencontre souvent, et qui, lui, m'a croisé. » « Il est évident, fit monsieur Rosic, qu'un homme peut très bien se cacher sur cette route toute bordée d'arbres et de fourrés. Je m'en suis rendu compte, tout à l'heure, en la suivant depuis Chamaret. » Puis, s'adressant de nouveau au conducteur du car, « Et ce voyageur, vous l'aviez chargé le matin, et vous l'aviez conduit à l'hôtel Sévigné. »« Oui, parce qu'il m'avait demandé où l'on pouvait déjeuner. »« Et le soir ?»« Je l'ai trouvé là qui m'attendait. Il est monté sans rien dire, j'ai mis en marche, car je n'étais pas en avance, puis, à la gare, voyant qu'il ne descendait pas, j'ai cru qu'il s'était endormi. Je l'ai secoué, et il s'est écroulé à mes pieds, en saignant comme un bœuf. Ah, il était propre, mon car, et qu'est-ce que j'ai pris de la part du patron, comme si c'était de ma faute. » Et il eut un grand geste des deux bras. Puis, « C'est tout ce que vous voulez savoir, car l'heure de partir est passée déjà, et j'en ai assez, moi, de me faire enguirlander. Merci, vous pouvez disposer. » « Ce n'est pas trop tôt, » grommela Crin-Crin, en remontant sur son siège et en reprenant son volant. Monsieur Rosic souriait de la mauvaise humeur que le brave garçon n'essayait même pas de dissimuler. Il la trouvait toute naturelle, car, à tout prendre, cette histoire n'était pas précisément bien drôle pour ce Crin-Crin qui avait l'air d'un jeune homme tranquille et ennemi des complications. « Vous ne voulez pas voir le corps ?» demanda le brigadier au commissaire, quand le car eut disparu dans le grand faubourg. Monsieur Rosic eut une moue. « À quoi bon ? Sa vue ne m'apprendra rien de plus que je ne puis savoir sur ce particulier. Et puis il n'est pas loin de midi, et je vous avoue que j'ai l'estomac dans les talons. Aussi, si vous le voulez bien, nous allons déjeuner, car vous ne refuserez pas de me tenir compagnie. Et tout en mangeant, nous pourrons causer avec le patron de l'hôtel qui a reçu cet Américain. »« Vous êtes trop aimable, monsieur le commissaire, » répondit le brigadier flatté. « Et pour ce cadavre ? Qu'est-ce que nous en faisons ? À la mairie, le secrétaire m'a demandé des ordres, ce matin. »« Mais il n'y a qu'à l'enterrer. Avant de partir, je vous donnerai le permis d'inhumer. » Et tous deux, doucement, se dirigèrent vers la place Castellane. La salle à manger de l'hôtel Sévigné était déjà pleine de clients. Mais en voyant ce monsieur avec le brigadier de gendarmerie, le père Lézard devina que ce ne pouvait être que l'illustre monsieur Rosic, dont on avait déjà annoncé l'arrivée à Grignan. Aussi se précipita-t-il à la rencontre du commissaire et du brigadier, et les conduisit-il vers le petit salon où la veille le parquet avait déjeuné. Mais monsieur Rosic l'arrêta. « Non, non, nous déjeunerons dans la grande salle. Ce sera plus gai, comme nous n'avons rien de secret à nous dire. Comme voudra monsieur le commissaire. » Et après les avoir installés à une table, il courut à la cuisine pour donner des ordres afin que ses deux clients fussent traités suivant leur grade. Monsieur Rosic et le brigadier ne parlèrent d'abord pas des deux crimes qui amenaient à Grignan monsieur le commissaire. Ils bavardèrent de choses et d'autres, savourant le menu de l'hôtel, particulièrement soigné pour eux. Et ce ne fut que lorsque le café fut servi, que, ayant sorti sa pipe de sa poche et l'ayant allumée, comme le père Lézard s'approchait pour demander si monsieur le commissaire était satisfait. « Enchanté, monsieur Lézard, mais asseyez-vous là, je vous prie, et faites apporter votre meilleure fine et 3 verres, car vous trinquerez bien avec nous. Et tout en dégustant votre cognac, vous allez me raconter un peu ce que vous savez au sujet de cet Américain
assassiné dans le quart de Tolignan. Lézard fit un signe à Camille, qui apporta une vénérable bouteille, emplit les verres généreusement, puis « Ma foi, monsieur le commissaire, j'ai dit tout ce que je savais à ces messieurs du parquet, et ce n'est pas grand-chose. Avant-hier donc, vers midi, le quart de Tolignan s'était arrêté devant ma porte, comme il fait d'ailleurs très souvent, et il a déposé un voyageur qui avait demandé à Crin-Crin un bon restaurant pour déjeuner. C'est Camille qui l'a servi, et s'il parlait français, c'était avec un terrible accent, et je me souviens que Camille m'a glissé « Patron, c'est un English ». Mais il paraît que c'est un Américain, heureux de se trouver en France, sans doute, car il s'est envoyé une bonne bouteille et après son café, 2 grands verres dégustation d'une bonne fine. Et c'est au moment de payer qu'il m'a demandé l'adresse de M. Jeff. Je lui ai dit que c'était tout près, lui ai indiqué le chemin à suivre, et je l'ai vu se dirigeant vers Puyol. C'est tout, je ne l'ai plus revu. Il n'avait pas l'air d'un monsieur qui va faire un mauvais coup ? Ma foi non, l'air plutôt d'un bonhomme qui va serrer la main à un ami. Et, dites-moi, c'est à vous qu'il a payé l'addition de son déjeuner ? Oui, monsieur le commissaire. Elle était forte ? Autant qu'il me souvienne, cela faisait plus de 400 francs. Il a payé en monnaie ou en billets ? Un billet de 500, même qu'il m'a dit que le reste était pour le garçon. Et ce billet, il l'a retiré d'où ? Attendez, oui, d'un gros portefeuille rouge qu'il a extirpé de la poche intérieure de son veston. Le commissaire eut un coup d'œil vers le brigadier. Étrange, fit celui-ci. On n'a pas retrouvé ce portefeuille dans sa poche quand on l'a fouillé mort à Chamaret. Nous retrouverons peut-être ce portefeuille chez M. Zepf. Sans aucun doute. Eh bien, ma foi, allons-y tout de suite, chez ce M. Zepf. Et se levant. Monsieur Lézard, je vous remercie, et à ce soir, car il est fort probable que je sois obligé de rester à Grignan, et dans ce cas, je reviendrai dîner chez vous, et soyez aussi bon pour me préparer une chambre. Ce sera fait comme vous le désirez, monsieur le commissaire. Et quittant l'hôtel Sévigné, monsieur Rosic et le brigadier se dirigèrent vers Puyol. Or, ayant traversé la place Castellane, et comme il s'engageait sur la route de Tolignan, le commissaire prit le brigadier par le bras, et « Je crois que le moment est venu que vous me disiez un peu ce que c'est que ce monsieur Zepf. » Le brigadier songea une seconde, puis « Monsieur Zepf, ma foi, c'est l'oncle de monsieur Jean Méjean, le célèbre romancier. » « Celui qui fait des romans policiers ? » ?»« Justement, je n'en ai jamais lu, mais ma femme, qui est une grande lectrice, les dévore et prétend que ce monsieur est très fort. » Monsieur Rosic eut un petit ricanement. « Ma foi, fit-il, voilà qui tombe bien, et ce célèbre monsieur Méjean, qui est si fort, pourra exercer son talent pour élucider l'énigme de la mort de son oncle. Il en est bien capable, à en croire ma femme, répondit le brigadier, qui n'avait pas compris l'air goguenard du commissaire. Alors, continua M. Rosic, ce M. Zepf est l'oncle de M. Méjean, de sa femme. C'est la même chose, mais cela ne me dit pas ce qu'il est au juste. Eh bien, mais c'est un brave homme, bien tranquille, en tout cas. Il dit bonjour à tout le monde, mais par exemple, il ne parle à personne. Il vit dans sa maison, ou plutôt dans celle de son neveu. Il y a 2 ou 3 ans, il a débarqué comme cela et s'est installé à Puyol. Une maison que M. Méjean a fait construire pour venir y passer ses vacances, et que ce M. Zepf est chargé de garder et de tenir ouverte. Mais en somme, comme il est peu bavard et comme je vous l'ai dit, qu'il ne s'est lié avec personne, on ne sait rien du tout sur son passé, comme sur son caractère. On l'accepte comme il est, c'est-à-dire un bien brave homme, pour qui la Ménine, sa femme de chambre, se ferait jeter au feu. Un homme fort mystérieux, quoi. Pour nous, mais je suis sûr que M. Méjean le connaît, lui, puisqu'il est son neveu. Et certainement, il ne refuserait pas de vous renseigner, car il va arriver, s'il n'est déjà là. La Ménine lui a télégraphié dès hier la mort malheureuse du pauvre homme. Bon, mais voilà sans doute la maison du crime. Tout en parlant ainsi, les 2 hommes étaient arrivés devant la grille qui s'ouvrait sur la vigne dont les ceps montaient jusqu'à la villa, là-haut cachés sous les feuillages déjà jaunissants de ses 2 tilleuls.
Ils suivirent l'allée qui montait à travers la vigne et parvinrent à la terrasse. La porte était grande ouverte. « Bien entendu, fit le brigadier, on n'a pas laissé le corps de ce pauvre monsieur Zeph dans le couloir où il était assassiné. Comme le parquet était venu, nous avons pensé que décemment on pouvait le monter dans sa chambre. »« Vous avez bien fait, » approuva M. Rosic, et il pénétra dans la maison. « Voilà, fit le brigadier, la place exacte où l'on a trouvé le pauvre monsieur. Il était étendu de tout son long avec un poignard en plein cœur. » M. Rosic examina cette place où d'ailleurs plus rien ne trahissait qu'un cadavre y avait été allongé. Puis, d'un coup d'œil, il fit le tour de ce corridor. Comme nous l'avons dit, 3 portes y étaient percées. À droite, d'abord la première qui donnait dans la salle à manger, puis un peu plus loin, celle de la cuisine. À gauche, en face de la salle à manger, le bureau de M. Méjean, puis la cage de l'escalier. M. Rosic ouvrit celle de la salle à manger, et sans y pénétrer, en considéra les autres. Le plus grand ordre y régnait, et tout semblait y occuper sa place. Puis, silencieusement, il retraversa le corridor et ouvrit la porte du bureau. Rien n'y avait été dérangé, comme le parquet l'avait ordonné. Les 2 fauteuils de cuir se faisaient face, et, à côté, la petite table volante supportant encore la bouteille de fine et les 2 verres, en ce moment couverts de mouches venues sucer les restes d'alcool qui pouvaient rester au fond. « C'est là, sans doute, » expliqua le brigadier, « que M. Zeph a reçu l'Américain. » Le commissaire ne répondit rien et se dirigea vers la cuisine. La Ménine y procédait à quelques préparations culinaires, et ayant salué, elle expliqua. « Vous comprenez, on attend monsieur et madame Méjean d'un moment à l'autre, et alors, n'est-ce pas, il faut bien leur faire à dîner. »« Ici, » fit le brigadier, « le couvert était mis sur cette table que recouvre une toile cirée. L'assiette, la cuillère, la fourchette et le couteau. Une serviette dans son rond, la corbeille à pain, 1 litre de vin, un verre et une corbeille de fruits. Là, sur ce fourneau, à gaz butane, une casserole en aluminium, où se réchauffait la soupe que la Ménine lui avait préparée le matin. Mais la casserole était à demi fondue, la soupe était réduite à l'état de charbon, car le brûleur n'avait pas été éteint, et tout le gaz qui restait dans la bouteille avait été consommé. Ce qui prouve bien que ce malheureux monsieur Zeph a été assassiné vers les 7 heures, alors qu'il se préparait à souper. Curieux, fit le commissaire, que ce monsieur Zeph ait mis son couvert et fait réchauffer sa soupe alors que l'Américain était encore chez lui. Un vieil ami, sans doute, avec qui il ne se gênait pas. Il faut le croire. Une minute il songea, puis s'adressant à la Ménine. « Dites-moi, ma brave femme, quand le matin vous avez pénétré dans la maison, la porte était ouverte ?»« C'est-à-dire qu'elle était fermée, mais pas à clé, comme d'habitude. »« Et est-ce que l'électricité était allumée ?»« Oh, non !»« Vous êtes sûr ?»« Très sûr. Même que le soir, quand j'ai voulu allumer dans ma cuisine, j'ai eu beau tourner les commutateurs, pas la plus petite lumière. Et c'est par hasard que j'ai constaté que le courant avait été coupé au compteur. » « Parfaitement. » M. Rosic eut un petit rire de satisfaction, n'insista pas, et se tournant vers le brigadier, « Et aucun meuble n'a été forcé, aucun tiroir, aucune armoire fouillée. »« Rien, monsieur le commissaire. Il est évident que le vol n'a pas été le mobile de ce crime. Pour moi, c'est la vengeance, et cet Américain devait être un ennemi de M. Zeph. M. Zeph se serait méfié. Et l'Américain ne serait pas resté plus de 3 heures avec lui, à boire des petits verres de cognac. Mais alors, pourquoi cet Américain aurait-il tué M. Zeph? Le commissaire eut un petit haussement d'épaules, et, d'abord, il faudrait être certain que l'assassin est cet Américain. Comment? Vous doutez? Un peu. Le meurtre a été commis au moment où M. Zeph allait se mettre à table, c'est-à-dire, s'il faut en croire madame, vers 7 heures. Or, le car arrive à la gare de Chamaret à 6h50 au plus tard, puisqu'il assure la correspondance avec le train de Nyons qui passe à 7h05. Et il doit partir de Grignan à 6h35, car il lui faut bien un quart d'heure pour aller à Chamaret. Pour monter dans ce car, à 6h35, l'Américain a donc dû quitter M. Zeph à 6h10,
dernière limite, et ce n'est tout de même pas avant 6h10, ayant coutume de souper à 7, que Monsieur Zeph a mis son couvert et fait chauffer sa soupe. Comprenez-vous pourquoi il me semble étrange que cet Américain soit l'assassin de Monsieur Zeph? Mais alors, fit le brigadier. Alors, c'est un autre, voilà tout. Et après un temps, il ajouta, sans doute le même qui a tué l'Américain. Tout cela est bien compliqué, dit le brigadier en se passant la main sur le front. Je commence à le craindre, mais nous ne sommes qu'au début de cette enquête. Quand nous serons mieux renseignés sur cet Américain, et quand nous aurons appris les rapports qu'il pouvait y avoir entre lui et M. Zeph, nous serons bien près de la solution de l'énigme. Et ce disant, M. Rosic se dirigea vers la sortie. « Vous ne voulez pas voir autre chose ?»« Non, pour le moment. » Silencieusement, il revint vers Grignan. M. Rosic, qui tirait sur sa pipe sans se rendre compte qu'il avait oublié de l'allumer, semblait enfoncé dans ses pensées. Enfin, quand ils arrivaient sur la place Castellane, M. Rosic demanda au brigadier de le conduire au bureau de poste. « Tenez, fit le gendarme, voici justement M. Marcelet, le receveur qui a l'air de se diriger tout droit vers nous. » En effet, un homme jeune encore, nu-tête et enveloppé dans une grande blouse blanche, s'arrêta devant M. Rosic et « Je vous demande pardon, monsieur le commissaire, mais j'allais à l'hôtel dans l'espoir de vous trouver. » « Vous avez quelque communication à me faire ? Un petit renseignement que je serais heureux de vous fournir et qui, nul doute, vous intéressera. Parlez, je vous prie. » « J'ai ouï dire que l'on accuse de l'assassinat de M. Zeph cet Américain qui lui-même a trouvé la mort dans le quart de Tolignan. »« À la vérité, cher monsieur, on n'accuse encore personne. En tout cas, je puis vous affirmer, moi, que ce n'est pas cet Américain qui a tué M. Zeph. »« Ah ! Pour la bonne raison que M. Zeph était vivant et bien vivant au moment où le car quittait Grignan, ayant cet Américain comme voyageur. » « Vous êtes sûr ? » ?»« Certain. La preuve de ce que vous avancez ? » ?»« Simple. Avant-hier, à 18h25, comme d'ordinaire, j'ai remis le sac de dépêches du soir à Crin-Crin, qui s'est arrêté, comme il le fait toujours, devant le bureau. Environ 10 minutes après, j'ai entendu le bruit d'une lettre qui tombait dans la boîte. Bon, en voilà un qui rate le courrier, me suis-je dit. Et machinalement, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, et j'ai reconnu M. Zeph. C'était lui qui venait de glisser une lettre dans la boîte. Un moment, j'ai été sur le point d'ouvrir pour l'avertir que c'était trop tard, mais je me suis dit, bah, cela n'avancera à rien. D'ailleurs, M. Zeph, sa lettre mise à la boîte s'en retournerait tranquillement chez lui. Je vous l'ai dit, à ce moment, il était exactement 18h40, et il y avait certainement 10 minutes que le car avait quitté Grignan, emportant l'Américain vers la gare de Chamaret. Peut-être même était-ce le moment où l'Américain était assassiné. Comme vous le voyez, monsieur le commissaire, il est impossible que ce soit cet Américain qui soit le meurtrier de M. Zeph. Vous avez raison, monsieur le receveur, et voilà une forte preuve de ce dont je me doutais déjà. Et je vous remercie de votre communication. Mais dites-moi, vous n'auriez pas vu, par hasard, la lettre que M. Zeph venait de glisser dans votre boîte ? Justement, j'allais vous en parler, car j'ai ouvert ma boîte pour placer cette lettre en retard dans le casier des départs du lendemain, et machinalement, j'en ai lu l'adresse. Et, ma foi, j'ai retenu le nom qui était assez particulier. La lettre était adressée à un certain Lagodille. Lagodille, un nom assez curieux pour qu'on ne puisse l'oublier. Et l'adresse de ce Lagodille ? Ma foi, c'était une lettre pour Paris, 19e arrondissement. Pour cela, j'en suis sûr. Quant à la rue... vous comprenez, moi, je ne connais pas Paris. Quelque chose comme Gargouillat, Farfouillat, Bourbouillat, je ne saurais dire au juste. Vous vous rendez compte ? Sur le moment, je n'ai pas compris l'importance que pouvait avoir cette lettre, que M. Zeph écrivait après la visite qu'il venait de recevoir, et ce nom seul de Lagodie m'a frappé. Voilà, monsieur le commissaire. Je vous remercie. En effet, le renseignement a son importance,
Et pour ce qui est de la rue, nous finirons bien par la retrouver. Tout en parlant, on était arrivé devant le bureau de poste. Là, M. Rosic serra la main du brigadier en lui disant qu'il n'avait plus besoin de lui, pour le moment, et il pénétra dans le bureau à la suite de M. Marcelet.